Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné d'Anglade. Comment vas-tu? Salut Nicolas, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir à nouveau sur ton plateau. Oui, c'est toujours très intéressant. Cette fois-ci, on va aborder un sujet en plus qui est intéressant parce qu'on va parler cybersécurité, un levier pour l'innovation. C'est un sujet qui est en soi, puis là tu me l'as bien présenté avant, sur deux axes très intéressants. Il y a l'effet de l'innovation sur la cyber et l'effet de l'innovation, comment l'innovation peut servir à la cyber. Il y a un peu de tout ça qu'on va regarder. Je vais te laisser le présenter plus en détail parce que tu as une meilleure maîtrise que moi, puis je vais te poser mes questions un peu comme d'habitude. C'est bon, super. Oui, dans mes réflexions sur l'évolution de la cyber, et puis tout le monde en parle aujourd'hui, les technologies émergentes, les solutions, l'intelligence artificielle qui est rendue un buzzword, etc. Partout, tout le monde en parle, puis très peu de gens savent exactement de quoi est-ce qu'ils parlent. Donc, dans ce imbroglio-là, c'est où on a des vendeurs qui nous propulsent de plus en plus de solutions qui disent de solutions intelligentes. Donc, ça m'a amené à la réflexion et généralement, on constate que les organisations, si on a un des enjeux qui nous préoccupe beaucoup, c'est les enjeux liés à la cybersécurité. Et ce qui m'a amené à la réflexion, OK, comment tous ces bébés-là, quand ils rentrent dans notre environnement, nous, comme professionnels cyber, ça va impacter nos pratiques, par exemple, de la cybersécurité. Est-ce que l'introduction des technologies émergentes vont avoir un impact? Est-ce qu'on va avoir un défi, justement, à sécuriser ça? Malheureusement pour nous, qui sommes professionnels de la cyber, à un moment donné, on va faire face à cette réalité où on va nous imposer de nouvelles solutions et dans notre écosystème, on va nous imposer de nouvelles plateformes technologiques. En d'autres termes, des solutions et basées sur ces technologies émergentes, sur l'intelligence artificielle, sur le blockchain, etc., etc. Comment ça va influencer nos pratiques? Est-ce que les pratiques qu'on a actuellement vont être adaptées à cette nouvelle réalité? C'est ce qui m'a amené à me dire, OK, comment considérer maintenant l'innovation de notre réflexion sur la cyber? La réponse, c'est un mot de passe. On aura toujours besoin de mot de passe. Et en d'autres termes, les contrôles de base cyber vont rester les contrôles de base cyber. Donc, il y a un collègue qui a pris un exemple que j'ai aimé. Il dit que peu importe l'évolution, mais la comptabilité, ça reste actif égale passif plus capitaux. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut autour, mais l'équation reste telle qu'elle. Ça n'a pas changé depuis. Je pense que pour la sécurité, ça va être exactement la même chose. Donc, on aura toujours à protéger nos données. Donc, ça change pas. Donc, les principes de sécurité, ça change pas. Le principe d'avoir le moins de privilèges quand on veut contrôler l'accès aux données, ça va pas changer. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? C'est les mécanismes, les machines qu'on va utiliser, donc le support qu'on va utiliser. Déjà, qu'on nous balance plein de programmes, plein d'applications qui sont développées, on ne sait pas quoi, on ne sait pas c'est que leur logique. Là, sécuriser des données dans cet écosystème, ça peut devenir un peu plus complexe. Ouais, ben oui, puis tu parles de complexité, puis c'est le fun parce que c'est fait un lien fort avec les deux autres épisodes qu'on a enregistrés, justement, où l'espace de la gouvernance, puis ça revient à ça. C'est un espace très intéressant et même primordial à certains égards pour nous amener à changer. Puis ton exemple de comptabilité est très parlant, puis on peut le remettre dans d'autres domaines également aussi, où rien change vraiment, c'est juste la réalité des moyens qui sont mis en place, puis tout ce qui est là, mais les fondements demeurent les mêmes. Donc, seulement en cyber, ça, puis si on a une bonne gouvernance qui vient appuyer ça, ben c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui va techniquement dans le principe changer, mais dans les moyens qu'on va utiliser va évoluer avec où on est rendu. Là. Exactement. Là, je partage à 100%. Donc, les moyens, oui, ça va évoluer, mais les principes vont pas changer. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis, oui, ça va influencer la sécurité, mais surtout sur les moyens qu'on va mettre en place pour appliquer nos principes ou nos contrôles de sécurité qu'on connaît déjà. Okay? Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de l'innovation, je pense qu'on peut capitaliser maintenant, c'est comment on peut l'utiliser, cette vague-là de solutions pour améliorer nos pratiques de sécurité. En d'autres termes, que ça devienne un levier pour améliorer les profils de risque des organisations. Là également, si on réfléchit un peu sur nos pratiques cyber, l'élément humain intervient beaucoup sur la façon qu'on interprète les contrôles. Parce que
on sait tous qu'il faut appliquer du chiffrement des données si on veut garantir la confidentialité des données. Ouais. Mais pourquoi certaines organisations le font et d'autres ne le font pas? OK? Au-delà du contexte de l'organisation, au-delà des défis, au-delà du budget, mais il y a quelqu'un, il y a un élément derrière qui prend la décision pour dire, OK, est-ce que je pense que c'est pertinent ou pas dans ce contexte? Souvent, on dit que l'humain, c'est le maillon faible de la chaîne de la sécurité, et c'est vrai. Mais souvent, on pense que cet humain, c'est l'utilisateur final qui reçoit un courriel, qui le lit pas correctement, clique sur un lien, et puis il met la sécurité à risque. En réalité, l'humain également qui prend des décisions sur la mise en place d'un programme de sécurité, la mise en place des contrôles, la pertinence des contrôles à appliquer, lui également, il rentre dans la chaîne de la sécurité. Donc, il va arriver avec ses biais et ces biais-là vont influencer la sécurité également. Donc, en d'autres termes, tu as des expériences, tu as connu des formules qui sont gagnantes, donc tu les as testées, ça a fonctionné, tu as tendance à les reproduire et c'est normal comme professionnel. Okay? Donc, ce biais-là, donc si tu prends un responsable cyber, par exemple, si le responsable cyber, il a toujours été quelqu'un dans un SOC, okay? Pour lui, la sécurité, c'est la surveillance, c'est la vulnérabilité. Il est rendu CISO, il est rendu responsable. Et pour lui, la sécurité, c'est la surveillance. La sécurité, OK? Donc, à ce moment-là, les éléments qui parlent de gestion de risque, de gouvernance, ça va lui parler moins. Ça va être moins parlant, moins pertinent dans son contexte. On peut pas le reprocher, c'est normal, c'est sa réalité. À l'inverse, quelqu'un qui n'a aucune base TI, mais qui s'est rendu du jour au lendemain en sécurité, à faire de la sécurité, donc il vient du marketing, de la communication, donc, ou de la gestion de risque, gouvernance, etc., l'aspect molle de la sécurité, qui n'a aucune idée comment ça fonctionne. Oui, vous allez toujours avoir de beaux rapports sur comment améliorer les profils, du blabla, mais les contrôles réels pour améliorer la posture de la sécurité, il aura tendance à considérer de moins en moins. Donc, c'est juste pour montrer le biais dans le processus de raisonnement. Donc, en d'autres termes, la sécurité dépend de l'expérience, de la vision du responsable qui est là. Maintenant, je me suis dit, OK, maintenant, avec l'évolution qu'on a, est-ce que ces outils pourraient aider à, non pas éliminer les biais, mais à réduire ces biais dans le processus décisionnel? Ouais, c'est intéressant ça, puis tu amènes le maillon faible puis à l'utilisateur final, puis dans le fond, parce qu'on lui tape sur la tête, le malheureux, le pauvre qui reçoit ça les blâmes, quand on pourrait plus qualifier le maillon faible au niveau des décideurs et de tout acabit, et en ce sens où c'est peut-être plus leur responsabilité, eux autres, à mettre en œuvre des moyens, des leviers, pour réutiliser ton mot, sur le fait d'arriver plus loin, d'arriver sur d'autres choses, puis justement d'étendre la compréhension et la capacité cyber. Et le terme anglais, c'est empowered, c'est-à-dire de pouvoir mettre dans les mains des utilisateurs des outils et ne plus les blâmer, mais de leur donner justement la capacité d'aller plus loin. Exactement, exactement. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, et toute cette vague-là de solutions à intelligence artificielle, au-delà du buzzword, je pense que ça pourrait aider également, justement, à améliorer le processus décisionnel, notamment en matière de gestion de risque. OK? S'il y a un point où on le sait tous, de la sécurité, quand on doit évaluer les risques, comment ça se fait? OK? C'est vraiment le jugement professionnel, c'est vraiment l'expérience, etc., etc. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour avoir au moins une méthodologie de gestion de risque qui est beaucoup plus quantitatif. Mais là encore, il y a plein d'éléments qui sont des intrants, qui sont la perception, qui sont l'estimation de la personne qui va le faire. Donc, ces modèles, ils ont leur bon et leur mauvais côté. Maintenant, on fait nos analyses, des fois, on n'explore pas toutes les données qui sont à notre disposition. Mais aujourd'hui, si on rentre, par exemple, tous ces éléments-là, toutes ces données, des incidents qui existaient un peu partout dans le monde, ces bases de données, ces informations, et on développe des solutions qui pourraient améliorer le processus décisionnel basé sur le machine learning, je pense que ça pourrait être un plus. Et il y a beaucoup d'acteurs, je dirais, sur le marché qui commencent à avoir cette réflexion-là. Et je pense que ça pourrait être vraiment un plus pour la sécurité. Je ne parle pas vraiment des vendeurs parce que aujourd'hui,
les vendeurs, ils ont tendance à nous vendre les mêmes solutions, les mêmes acides bébelles. Ils vont mettre marketing autour pour dire que c'est une solution AI. Et puis là, on achète les mêmes bébelles pour un prix fort parce que c'est de l'AI. En réalité, le gars qui te le vend, il connaît même pas le mode de fonctionnement de la solution. Mais il connaît suffisamment pour te dire que c'est une solution intelligente qui va régler tout ton problème. OK? Donc. Non, mais ça, les effets de marketing, on l'a eu avec le Zero Trust il n'y a pas si longtemps, on l'a. Fait que ces cycles marketing-là sont malheureux parce qu'ils viennent dévier l'attention des vraies choses parce qu'il y a vraiment des innovations en intelligence artificielle ou en machine learning, peu importe comment on veut le nommer, qui nous aident parce que, puis avant, on avait ce qu'on appelait les systèmes experts avant, étaient des systèmes qui nous amenaient des aides à la décision. En cyber, on a très peu eu accès à ces innovations-là ou à cette façon de faire-là que les gens d'affaires ont utilisé déjà quand même depuis plusieurs années. C'est vraiment totalement descendu en cyber où on a quand même on pourrait qualifier des systèmes experts maintenant qui ont du AI à l'intérieur ou qui ont un n'importe quoi qui vont justement accélérer, améliorer la capacité de gestion, améliorer la capacité des gestionnaires et des gens en cyber à prendre des meilleures décisions, même en analyse de risque, d'être capable d'aller avec des meilleure perception, puis étonnamment retirer des biais qu'on aurait, parce que même si on utilise des méthodes quantitatives, il demeure qu'il y a quand même un certain input qui est professionnel, que nos biais professionnels, puis tu le mentionnais bien, quand une personne part d'un SOC et devient CISO, ben c'est sûr que quand il est CISO, avoir un biais favorable face à comment le fonctionnement d'un SOC et non une façon plus holistique d'aborder. Donc, le AI permettrait justement de nous amener dans un axe décisionnel plus holistique, plus large et qui nous permettrait justement de retirer un certain nombre de biais qu'on pourrait avoir comme humain dans ce genre de choses-là. Puis c'est important. Puis l'autre aspect à biais, puis j'ai enregistré un autre podcast justement sur ce sujet-là il n'y a pas si longtemps. C'est important de reconnaître qu'on a des biais. Puis je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont capables de reconnaître puis de nous aider, que l'innovation va nous aider à admettre et nous propulser justement plus loin que nos propres biais et d'améliorer. Exactement. Et d'autant plus qu'on a ça comme défaut, je pense surtout dans l'industrie. Nous sommes des grosses têtes. Genre, les gars, cyber, on a vécu, on connaît ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire, et il faut nous suivre. Donc, oui, c'est un énorme problème. Puis, tu sais, oui, parce qu'on pense on possède plus de connaissances. C'est ça, dans le fond, il faut admettre, il faut être humble. Puis c'est probablement un des domaines qu'il faut peut-être prendre plus humble que les autres parce que on fait face à des contextes ultra complexes, évolutifs et qui, même si on aimerait pouvoir répéter une recette qu'on a utilisée, c'est peu possible de répéter une recette tant que ça parce que tout change constamment autour de nous, mais à une vitesse qui est difficile pour l'humain de réussir à absorber. Là. Effectivement. Mais par contre, même quand je suis dans ce schéma de pensée-là ou dans cette réflexion-là, honnêtement, aujourd'hui, je ne crois pas, par exemple, à une solution magique qui va remplacer l'humain dans la dynamique de mise en place d'un programme, mettre en place un programme de sécurité. Ce serait le monde magique où tu dis, OK, je suis une organisation X, j'évolue dans telle industrie, et puis là, un outil te fait un scan complet, voilà tes exigences de conformité, voilà les contrôles de sécurité qu'il faut appliquer, etc. 1, 2, 3, 4, et puis merci, bye, bonsoir. Si c'était le cas, oui, j'aurais aimé, mais la réalité, je pense pas qu'on sera là je vais pas dire jamais, mais pas dans 5, 10, 15, 20 ans. Non, ça sera pas proche, puis c'est un des aspects, puis c'est souvent ce que je reviens quand je parle de la cyber, puis d'où l'aspect de la gouvernance, puis du regard de ça, parce que la cyber est probablement un des domaines les plus proches, ça dépend du contexte. Ça dépend toujours du contexte, puis on en a parlé d'ailleurs dans les épisodes sur la gouvernance, puis d'ailleurs, c'est pour ça que la gouvernance est importante, parce que c'est elle qui est porteuse du contexte de l'organisation, qui est porteuse de ces informations-là. Donc, nous descendre. Fait que ça revient toujours, puis c'est très frustrant pour les gens que je donne des réponses. Ils me posent une question en pensant que j'aurai une réponse unique. Ben non, ça dépend toujours du contexte. Il n'y a pas une solution qui fonctionne partout. Et justement, c'est pour ça que les AI parce que les innovations proches n'arriveront pas parce qu'ils ne sont pas capables de décoder le contexte. Ils vont juste sortir une décision relativement uniforme. Et c'est là que ça devient juste un aide à la décision, donc un système expert qui aide l'humain dans le contexte à aller plus loin, mais ça le rend. Parce que moi, je ne vois pas que ça va le remplacer, sauf pour des tâches plus précises. Puis on va retrouver dans des tâches plus techniques, comme dans le SOC notamment, on risque de remplacer peut-être la moitié
des personnes qui travaillent dans un SOC par du machine learning ou du AI parce que c'est très bon à faire ce genre de travail-là, qui est plus répétitif, mais ça va conserver dans le SOC tout le volet plus hunting, recherche, des choses plus complexes, plus humain, qui va demander une forme d'intuition. Va rester, mais encore là, c'est ça, ça dépend. Ça revient toujours, ça dépend du contexte. Puis j'aime voir la face des gens du web, ça dépend. Puis je pensais que j'avais. J'aime pas ça, mais ça demande la réalité en cyber. Ça dépend. Quelle est ta gouvernance et où tu t'en vas, qu'est-ce que c'est, quel est ton contexte. Puis là, je vais être capable de descendre une décision qui est adaptée à ta situation. Là. Effectivement. Donc, c'est juste pour rassurer. Donc, quand on parle de l'innovation de la cyber, c'est pas une innovation qui va, comme on essaie de nous le vendre, qui va remplacer les professionnels de la cyber, mais non, ce qui va être un appui pour améliorer la qualité du travail de la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, ça quitte le cadre de juste le TI, de juste la sécurité, de juste la cybersécurité. Dans certains cas, c'est devenu même un enjeu de société ou d'un enjeu géopolitique. Vous comprenez? Donc, si vous voyez un peu tout ce qui se passe autour de nous, ce serait prétentieux de notre part de vouloir gérer la sécurité comme dans notre petit cocon, comme c'est notre bébé là, non, les professionnels de la sécurité. Donc, oui, il faut ouvrir les yeux et voir les différentes opportunités qu'on a finalement. Maintenant, est-ce que là où je te parle, d'ailleurs, je suis pas vendeur, est-ce que je pourrais te lister genre un ensemble de produits ou de services qui pourraient orienter? Je sais pas. Donc, comme je disais, il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a qui vous disent que oui, ça fait ça, mais tant que tu y vas pas comme professionnel pour voir exactement la pertinence, ça vaut pas la peine. Donc, l'objectif, c'est pas de lister des produits, mais c'est d'initier la réflexion sur, OK, est-ce qu'on peut capitaliser sur comment on peut utiliser pour améliorer? Donc, c'est un peu ça le message que je voulais faire passer essentiellement. Et puis, rassurez-vous, c'est pas tant pour remplacer nos capacités. On en aura toujours besoin. C'est juste pour améliorer notre processus décisionnel. Oui, c'est ça, c'est tout à fait un levier, puis je vais rebondir sur ça, puis on va conclure. Et effectivement, c'est super utile parce que ça nous amène plus loin, il faut l'aborder, il faut aller voir, ça c'est sûr, puis ça j'aime bien ton axe là-dessus, parce que ça va nous faire de nous de meilleurs professionnels, mais on ne sera jamais remplacé de un, puis on aura toujours besoin, puis de toute façon, on est dans un contexte où pas qu'on a tant pénurie de gens, mais on a une pénurie de capacité à livrer une capacité dans les entreprises qui est insuffisante à l'heure actuelle. Puis je pense qu'elle va toujours demeurer insuffisante. Donc, ces outils-là vont nous amener plus loin sur ce type de choses-là. J'adore ta réflexion parce que ça l'amène, puis justement d'amener le fait, le maillon faible, oui, c'est l'humain, mais en même temps, c'est pas l'humain l'utilisateur final, mais la ligne de gestion fait partie de ça aussi. Là. Donc, bref, très intéressant comme idée, comme chose. J'aime beaucoup tes contributions parce que ça l'amène un peu à côté de ce qu'on voit habituellement. Puis j'ai très hâte au prochain enregistrement. Ça fait plaisir. Donc, ça va être toujours un plaisir, Nicolas.